Bonjour, merci de l'invitation. Très bien. Alors, vous êtes sur le plateau de la télévision. C'est une première, en tout cas, dans le landerneau médiatique de notre pays. Et c'est votre premier passage, il faut le rappeler, Oui, c'est ça. sur nos antennes. Quelles sont déjà vos impressions? Oui, de très bonnes impressions. Je suis dans un studio flambant neuf d'une télévision parlementaire. Ouais. Et de mon constat, de mon point de vue, et puisque j'ai gestionné un peu la sous-région et un peu par-delà aussi, vers l'Afrique australe, l'Afrique centrale. Voilà. Mais c'est ma première fois de constater une telle initiative. Donc c'est une innovation en soi. Et il faut dire que c'est une marque de fabrique de la transition guinéenne. Voilà, tout à l'honneur du président de la transition. Merci beaucoup. Alors, on va parler notamment de vous et de votre structure. Alors, dites-nous, parce que quand même, M. Diané, c'est pas n'importe qui, on le sait. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours et ce qui vous a motivé de vous engager également à œuvrer dans le cadre également de la promotion des droits des personnes en situation de handicap? Ouais. Oui, merci beaucoup. Pour ce qui est de mon parcours, disons que je viens de très loin. Et à 14 ans déjà, j'étais dans la défense des droits des personnes handicapées. Voilà, disons que j'ai été recueilli par une équipe de missionnaires catholiques, donc venus du Mexique, Limis. Avec cette équipe, nous avons fondé ce qu'on appelle la fraternité des croyants des personnes handicapées. En ce moment, c'était à Cancan. Okay. J'étais à Cancan, oui, dans le Nabaya. Ouais. Et donc, j'ai suivi ma formation avec cette équipe-là. Donc, ça a été une formation très ardue, donc sur le plan des droits de l'homme et des droits des personnes handicapées. Et ce qui m'a valu beaucoup de succès après, puisque déjà à 19 ans, je participais à ma première conférence mondiale sur le handicap, c'était en Allemagne, à Wiesbaden. Et 6 ans plus tard, en Espagne, c'était à Madrid, toujours sur le droit des personnes handicapées. Et à l'époque, je rappelle, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées n'était pas encore adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et auparavant, et bien avant, une année en avant, c'était à Kinshasa en 2004. En 2010, c'était à Brazzaville. 2014 à Kigali. Et 2018 à Kigali. Mais aussi, j'ai fait un parcours important dans le mouvement paralympique guinéen, dans le mouvement sportif, c'est-à-dire le handisport. Ouais. J'ai participé aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016. Avec évidemment M. Seydou Doumbouya, que beaucoup de personnes connaissent. Et en 2020, j'étais chef de mission aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Mais c'était en 2021. Et tout récemment, en 2023, j'ai été le boursier de la ZICA, Agence internationale de la coopération japonaise, pour prendre part à une formation sur la participation sociale des personnes handicapées à travers le sport au Japon. Donc voici résumé. Et sur le plan national, je suis le président, évidemment, comme vous l'avez dit, de l'ACFIS, Association guinéenne pour la réinsertion sociale des personnes handicapées. Je suis membre de la FEGIPA, la Fédération nationale des personnes handicapées, où je suis le chargé des plaidoyers. Voilà, et puis, etc. Alors, qu'est-ce que justifie votre engagement pour la cause des personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous êtes porteur de handicap ou bien, quel est votre... C'est fondamentalement cela. Vous savez, chaque groupe, chaque catégorie a besoin d'un leader. Et nous avons à un certain moment bénéficié d'assez de formation, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Il est de notre devoir, puisque nous avons eu la chance à travers la bénédiction des parents, les parents qui se sont investis. Et là, je fais un clin d'œil à mon père, qui est là aujourd'hui, malade, je lui souhaite très bonne santé. Voilà. Et mon oncle paternel, évidemment, Elas Diané. Donc, ils sont beaucoup investis pour que j'arrive à ce niveau, donc dans mon éducation. Voilà. Donc, en retour, je me dois de servir cette couche. Donc, je dois être la voix des sans-voix, la voix de ceux qui ne peuvent pas être là et extérioriser les sentiments et ce qu'ils ressentent exactement sur le handicap. Oui, donc, voici, c'est une passion. Tout à fait, parce que très souvent le handicap est perçu dans les idées reçues, à travers les stéréotypes comme étant donc, des personnes qui n'ont pas droit à, de citer au niveau de la société. Aujourd'hui, votre parcours est illustratif de cette volonté, de ce démenti cinglant qu'on peut adresser à ces gens-là qui pensent que le handicap se résume à l'oisiveté quelque part. Oui, Daniel Tono. En tout cas, à l'entendre, il a un parcours très inspirant. Oui, vous vous êtes engagé donc dans cette lutte pour prouver un peu que le handicap n'est pas une fatalité. Oui, et donc, dites-nous, parlez-nous en plus de votre association. Quelle est sa mission principale? Et notre mission principale, disons que c'est l'une des plus vieilles associations de la République de Guinée. Elle existe avant même la FEGIPA.
avant même le comité paralympique qu'on a appelé à l'époque Handisport. Disons que c'est une association qui a contribué à la mise en place du Handisport, la fédération Handisport d'alors. Et elle a aussi contribué à la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui la fédération mère, la Fédération nationale des associations des personnes handicapées. C'est très important. ACFRIS a toujours œuvré dans le domaine de la réinsertion socio-professionnelle. Dans les années 90, dans les années 1990, 91, 92, ACFRIS avait son siège au niveau de Madina. Beaucoup connaissaient à l'époque et ACFRIS a été le porte-flambeau de la réinsertion sociale des personnes handicapées. Et ACFRIS a initié beaucoup de projets dans le cadre de la confection générale, de la couture, de la saponification, de la teinture. Et toutes ces générations de personnes handicapées que vous rencontrez aujourd'hui à travers la ville, qui ont leurs ateliers et qui sont d'un certain âge, si vous leur demandez, ils sortent directement de ACFRIS. Ah, vous fédérez donc Non, ACFRIS ne fédérait pas. ACFRIS est une association qui formait et qui appuyait ces personnes handicapées qui étaient formées dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle. Et disons que nous sommes la relève, la génération montante. Donc, ceux qui ont mené ce combat, je pense ici à Elaz Abdurrahman Ba, qui est décédé, paix à son âme, à Madame Yansene et à beaucoup d'autres. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes la relève, nous prenons la relève. Et je pense aussi à mon frère, Khalifa Sidibé, qui continue encore à se battre de mon côté, et voilà, qui m'encadre dans ce sens, et qui est mon principal conseiller d'ailleurs, voilà, que je remercie beaucoup, donc qui ont été les précurseurs de ces combats. Même si quelque part il a été un autodidacte, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément parti à l'école, mais qui s'est formé dans le domaine de la vie, dans le domaine du mouvement associatif. Très bien. Alors, il vous souviendra, M. Diané, que pas loin que la semaine dernière, le CNT a adopté à l'unanimité le projet de loi portant promotion, protection des droits des personnes en situation de handicap. D'abord, quelle impression avez-vous eue après l'adoption à l'unanimité de ce texte-là? Quelle lecture vous en faites? Disons à l'entame que c'était une adoption historique. Historique en ce sens que depuis 2018, parce que la dernière en date remonte à 2018, donc la loi portant protection et promotion des personnes handicapées, voilà, il y a eu des constats sur un certain nombre d'insuffisances dont nous allons révéler ici tout à l'heure à travers les innovations. Voilà, donc certains problèmes réglés au niveau de celles-ci ont répondu exactement aux insuffisances qui ont été constatées au niveau de cette loi. Voilà. Donc, constaté par les partenaires au développement, constaté par le pouvoir public. Donc, cela nous a ramené encore à faire face à une nouvelle situation, donc celle de reprendre cette loi en prenant en compte un certain nombre d'innovations. Donc, les OPH, de façon générale, donc, se sont mis à la tâche, ont été associés donc, à la tâche pour élaborer une nouvelle loi. Donc, le processus a été beaucoup plus long. Parce que, imaginons de 2019, pratiquement, de 2019, avec l'accompagnement du Programme des Nations Unies au développement et d'autres partenaires, en passant par la Direction nationale des personnes vulnérables, voilà, et les OPH ont collaboré main dans la main avec l'État, donc pour élaborer cette loi que nous connaissons aujourd'hui, dont nous venons d'adopter. Alors, que prévoit concrètement notamment cette loi? Et cette loi, parce que ce qu'il faut dire maintenant, cette loi, elle est différente de l'ancienne sur un certain nombre de points que nous appelons les innovations de la présente loi. Voilà. Donc, en premier, il faut parler du dépistage et de la prévention précoce du handicap. Ça n'existe pas dans l'ancienne loi. C'est très important, hein? Parce qu'avec une politique de santé publique efficace et performante, nous pouvons prévenir le handicap. Ça ne veut pas dire que le handicap est une malédiction. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Je le précise. Parce que ça peut survenir à tout moment de la vie. Ça peut survenir à tout moment de la vie. Tout à fait. Et il faut aussi le dire que chacun, parce que moi je le suis déjà, chacun de vous, je ne vous le souhaite pas, est potentiellement handicapé. Ça peut survenir à tout moment de la vie. Par suite d'accidents de la circulation, par suite d'AVC. Des maladies. Je ne le souhaite à aucun de vous. Mais c'est loin d'être une malédiction. Ce n'est pas un mal. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc première innovation, voilà. Première innovation, le dépistage précoce du handicap. Donc, il faut renforcer. Vous voulez dire qu'il y a de ces handicaps, quand même qu'on peut prévenir et même éviter. Bien sûr, bien sûr. Dans mon cas, par exemple, je suis victime de poliomyélite. Poliomyélite, ça, par exemple, il y a des voilà, mais à l'époque, dans les années 80, il ne se traitait pas. Oui, effectivement. Il se traitait pas. Nos parents ne savaient pas justement, comment prévenir. Justement.
C'est ce que j'ai dit lors d'une interview avec un journal japonais, Asahi Newspaper, en marge de mon séjour de formation au Japon. Ouais. Voilà, quand ils m'ont posé la question, quelles sont les principales causes de handicap dans votre pays? Je dis la principale cause, c'est la poliomyélite. Mais c'était dans les années 80. Ouais. Aujourd'hui, avec le développement de la médecine, avec le développement de la science, donc avec l'accentuation des programmes de vaccination, Ouais. donc pour tous, donc vous avez vu, la tendance est à la décroissance à ce niveau. tout à fait. Donc la nouvelle loi, la nouvelle loi, c'est penser sur la situation pour dire attention. Donc cette décroissance qui est en train d'être constatée, donc à ce niveau, il faudrait renforcer les dispositifs pour qu'il y ait de l'amélioration, qu'il y ait plus d'amélioration. Donc il faut renforcer la santé publique. Donc il faut... Ça, c'est la première innovation. C'est la première innovation. Ouais. Innovation. Ouais. La deuxième innovation, c'est la participation aux activités sportives, aux activités culturelles et de loisirs. Cette innovation n'existait pas dans l'ancienne loi. C'est très important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un passage dans le comité paralympique et sportif de Guinée. C'est le lieu de vous rappeler que la Guinée a connu des athlètes paralympiques émérites. J'ai accompagné moi-même deux aux Jeux paralympiques de Tokyo, Kadiatou Bangoua, voilà, donc, qui a été une célèbre athlète paralympique de la Guinée qui courait sur les 200-400 mètres. Il y a Bakou Dabakante, qui est déficient visuel, qui est binational. Donc, il est français guinéen. Donc, nous avons été au Japon. Il y a d'autres aujourd'hui qui continuent à porter ces flambeaux. Donc, au niveau du sport des personnes handicapées. Donc, la participation sportive des personnes handicapées est une nécessité vitale. C'est une nécessité de participation sociale. C'est très important. Et cette loi, elle est très importante. Elle se penche aujourd'hui sur cette catégorie. Voilà. Et aux activités de loisirs. Et les gens ont pensé, et à tort, que les personnes handicapées n'ont pas droit aux activités de loisirs. Aller à la plage, aller dans les cérémonies, aller dans les centres culturels, ce qui est une leurre. Donc, et cette loi est venue pour corriger tout cela, donc pour contribuer au changement de mentalité au niveau de notre société. Ça, c'est la deuxième innovation. La troisième innovation, c'est les avantages fiscaux et douaniers. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la question a fait objet d'un grand débat. L'exonération fiscale. fiscale. La plénière, parce que certains s'inquiétaient que c'était une brèche ouverte aux personnes de moralité douteuse pour pouvoir maximiser des profits. L'exonération fiscale également de l'État. Oui. Mais vous qui êtes technicien en la matière, on va dire, et bénéficiaire juste de cette situation-là, quels sont les détails qu'on peut apporter à ce niveau? D'abord, je vais apporter une petite précision qui est très très importante. On n'écrit pas tout de suite victoire pour dire, eh bien, je suis une personne handicapée, je suis entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire que je suis exonéré forcément. Je suis exonéré quand mes activités en tant qu'entrepreneur impactent sur la vie des personnes handicapées. C'est tout. C'est tout. C'est ce que la loi dit. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On dit les entreprises publiques ou privées ou les organisations de personnes handicapées œuvrant dans le cadre de la protection des personnes handicapées. Je prends deux exemples concrets. Une entreprise privée, fut-il privée, qui se spécialise dans la commercialisation, dans l'importation des crèmes solaires pour aider nos frères et nos sœurs atteints d'albinisme à protéger leur peau. Voilà. Maintenant, pour que cette société puisse vendre ses produits à coût abordable et accessible aux victimes, aux personnes atteintes d'albinisme, il est tout à fait normal que l'État accorde des exonérations à ces sociétés, même si ces sociétés réalisent des profits. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que si vous ne leur accordez pas des exonérations, ce sont c'est la loi du marché qui va prévaloir. Donc ça, c'est du capitalisme, nous connaissons. Le marché est autorégulateur. Donc, à ce moment, l'État peut intervenir pour alléger l'assiette fiscale pour ces entreprises-là, effectivement. Donc, une entreprise aussi qui se spécialise dans l'importation des matériels sportifs pour les personnes handicapées, j'en sais quelque chose, par exemple, les fauteuils roulants spécialisés dans le cadre du sport coûtent extrêmement cher. Un seul sport spécialisé pour le tennis, table tennis, je le dis en anglais, pour le tennis de table, peut coûter dans l'ordre de 6 000 à 10 000 $. Ah bon? Un seul fauteuil spécialisé pour le basket. Basket en fauteuil roulant peut coûter aussi dans l'ordre de 6 000 à 10 000 $. Voilà. Donc, on ne peut pas demander à l'État, à tout moment, de faire en sorte que tous ces athlètes-là, même si c'est le rôle de l'État, de subventionner le comité paralympique, de subventionner les organisations des personnes handicapées, comme la FEGIPA et tant d'autres. Voilà.
Donc, mais en facilitant la tâche à ceux qui ont pris la résolution de se spécialiser dans la commercialisation de ces arts de matériel, donc il est tout à fait normal que l'État leur accorde des avantages. C'est normal. Alors, l'autre innovation majeure, notamment de cette disposition, peut-être si vous l'avez oublié, c'est l'accessibilité universelle à l'éducation, à la santé, mais aussi aux infrastructures. Il a venu Jean Benet. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième. La troisième, donc, je vous envoie directement. Tout à fait. Donc, en termes d'innovation, c'est l'accessibilité aux infrastructures publiques adaptées. C'est très important. À ce niveau, il y a d'abord un problème. Et il faut dire qu'il y a eu des efforts ces derniers temps. Assez d'efforts même, il faut le reconnaître. Parce qu'on a vu la primature être équipée d'une rampe d'accès. C'est important. La plupart des ministères aujourd'hui, donc de la République, sont dotés de rampes. Mais il manque encore. Parce que quand il y a des rampes, la rampe permet tout simplement de vous introduire dans le bâtiment. Mais vous devez aller au premier, au deuxième, au troisième. Il vous faut un ascenseur. Donc, malheureusement, c'est la réalité. Donc, vous avez la rampe pour accéder juste à l'intérieur du bâtiment, mais vous ne pouvez pas aller voir le directeur. Malheureusement, vous ne pouvez pas aller voir le ministre. Malheureusement, c'est ça le problème. Donc, des efforts peuvent être poursuivis à ce niveau, mais il faut saluer l'innovation qui est tout à fait à côté de nous ici. Voilà. L'ascenseur au niveau de la passerelle. La passerelle qui est juste. C'est ça. Ça, c'est une innovation. C'est une innovation, peut-être qu'on peut dire guinéenne, mais on peut faire mieux. C'est très bon, mais ce n'est pas pratique à tous les endroits aussi. Les grands carrefours, par exemple, à grande fréquentation, on a besoin déjà de rampes, comme au niveau de la mosquée Faisal. Au niveau de la mosquée là, Faisal, au moins, c'est adapté. Oui, là, c'est pratique. Voilà, moi, je monte à ce niveau à partir de mon fauteuil roulant, je peux monter à partir de ma moto, je peux monter à partir de n'importe quel dispositif. C'est plus pratique. Donc, oui, effectivement. Justement, c'est très, très important. Et ça, on dit souvent, ce qui se fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Voilà. Mais de passage, je salue cette innovation. C'est une très bonne chose parce qu'on est au niveau du Parlement, voilà, et le dispositif fait que ces arts d'infrastructure, il est difficile de déployer à ce niveau. Donc une rampe est tout à fait adaptée à cet endroit. Sans oublier également le transport public, notamment sans oublier le transport public. Donc nous sommes toujours dans l'accessibilité. Donc l'accessibilité aux infrastructures, donc les bâtiments, mais au transport public adapté. Voilà, c'est très très important. Voilà, même si on salue que souvent les partenaires pensent à la Guinée en nous donnant des bus pour le transport public, mais on oublie la dimension que ces bus doivent être équipés d'élévateurs. C'est vrai. Pour permettre aux utilisateurs de fauteuils roulants que je suis, pour permettre à d'autres personnes handicapées qui utilisent des béquilles de monter facilement à mobilité réduite. Donc, d'avoir accès à ces bus-là, c'est très important. Donc, nous faisons ici le plaidoyer auprès du ministère des Transports, puisque c'est le premier lot qui est là maintenant. Donc, nous avons appris qu'il y a un important lot qui est attendu. Vous voulez parler des bus Oui, les bus qui sont déjà en place. Je suis désolé. Je suis d'accord. Voilà. C'est votre droit. C'est un plaidoyer. Nous sommes des OPS, des organisations de la société civile, des organisations des personnes handicapées. Donc, notre arme principale, c'est le plaidoyer. Nous le faisons avec la manière, pas avec la force, pas avec la violence. C'est comme ça que nous parlons à l'État. Nous demandons au ministre, je suis sûr que le ministre Ousmane Gawal Diallo est en train de me suivre maintenant, donc ou apprendra ce que nous sommes en train de dire ici, que le prochain bus qui doit venir doit tenir compte de la dimension accessibilité, c'est important. Mais quand nous parlons de l'accessibilité, il y a aussi l'accessibilité aux informations. Aux informations. À chaque fois qu'on parle d'accessibilité, les gens prennent l'accessibilité seulement sur le plan des bâtiments, infrastructures. Et on se limite là, les ponts, on se limite là. On oublie l'information. Maintenant que nous sommes en train de parler ici, beaucoup de nos amis en situation de handicap qui vivent avec un handicap visuel. Voilà, les déficients auditifs ne peuvent pas nous suivre en direct. Donc nous sommes interpellés. Parce qu'il n'y a pas une transcription. Nous sommes interpellés à la télévision parlementaire. Une émission de ce genre, on aurait dû envoyer par exemple un interprète en langue des signes. Donc qui aurait pu être recadré quelque part sur votre écran, parce que les amis sont curieux de savoir ce que M. Diané est en train de dire. Je suis d'accord. C'est très important. Il y a surtout l'accessibilité aux informations. Mais quand on dit aussi l'accessibilité aux informations, c'est surtout l'accessibilité aux documents. C'est très important. Les documents officiels, la Constitution. Est-ce que maintenant il y a un format en braille? Du braille, Je ne sais pas.
Elle a été traduite en tout cas en langue nationale, peut-être dans le plusieurs langues. Attends, c'est important, c'est très important. Donc, Heureusement que nous sommes au Parlement et vous avez... Puisque je suis au Parlement, mais c'est pourquoi je profite pour dire tout. Bien sûr. Vous comprenez? Parce que je sais que ce que je suis en train de dire tombe ici dans des oreilles attentives, notamment celle du président du CNT, Bien sûr. l'honorable Dansa Kourma, qui a fait des efforts gigantesques, j'en viendrai tout à l'heure. Vous comprenez? Donc, l'accès aux informations, aux documents officiels, mais aux documents didactiques aussi, pour l'apprentissage. Tout ça fait partie de l'accessibilité. Tout à fait. Vous comprenez? Voilà. Il a parlé tout à l'heure de l'éducation. L'accessibilité à l'éducation inclusive, à la santé inclusive. Le président du CNT l'a dit. Il dit la Guinée ne doit pas être ce pays qui doit continuer à construire des écoles catégorielles. Des écoles où on encadre une catégorie de Guinéens seulement, que de sourds-muets, excusez-moi du terme péjoratif, de la prononciation péjorative de ce terme, qu'on n'encadre que des non-voyants pour tout un cycle. Voilà. Heureusement, les innovations doivent commencer maintenant. Au niveau de l'école Soguier, il y a le cycle au niveau primaire. La continuité au niveau secondaire, par exemple, c'est dans le système intégré. Mais il faut faire mieux. C'est ce qu'on appelle l'éducation inclusive. Et aujourd'hui, grâce aux partenaires, la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées, sous la présidence de M. François Moriba de Pavogui, est en train d'élaborer aujourd'hui un plan de plaidoyer dynamique pour la prise en compte de l'éducation inclusive et de la santé inclusive. Donc, voici une autre innovation. Maintenant, l'autre point d'innovation, c'est évidemment les sanctions pénales. Ah oui, c'est aussi important. Par rapport aux attitudes, irrévérencieuses. À ce niveau, il faut être clair. Il ne faut pas être complaisant avec soi-même. Vous savez, la loi est une question d'interprétation. Chacun interprète selon le bord où il est. Vous comprenez? Donc, elle ne s'interprète pas seulement contre ceux qui usent d'abus contre les personnes handicapées, mais contre aussi les personnes handicapées qui usent d'abus contre d'autres personnes handicapées. Voilà, c'est très important. Nous savons qu'il y a des personnes handicapées qui se rendent victimes d'exploitation ou de traite. Voilà. Qui font venir des enfants de leur village, des enfants des coins reculés pour les faire travailler, donc à des fins de mendicité à Conakry. Ça, nous savons. Il y a des personnes valides qui le font, qui en font de commerce. Un business. Un business, c'est un véritable business. On exploite les personnes atteintes, les enfants atteints d'albinisme qui ne vont pas à l'école. Les enfants atteints d'une certaine forme grave de handicap, on les exploite à longueur de journée. Aujourd'hui, le ministère est en charge des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap, donc doit prendre son bâton de pèlerin. Je sais qu'il y a des efforts dans ce sens au niveau de notre ministère, mais ces efforts doivent être démultipliés, surtout avec l'adoption de cette présente loi. Donc, voici les innovations, pour ne citer que celle-là. Oui, il y a d'autres innovations, on va dire, qui sautent aux yeux. C'est bien sûr l'appellation même, le concept a évolué. Merci. On ne parle plus de personnes handicapées, on parle de personnes en situation de handicap. On a un peu, c'est une question, en tout cas c'est une attitude qui concourt à polir le discours vis-à-vis de cette couche de notre société. Oui, Daniel Tono. Justement, quel est votre avis par rapport à ce changement de... Merci. Oui, effectivement. Et je vais vous dire d'abord, dans un premier temps, que c'est une question d'école. C'est une question d'école. Voilà, et nous sommes légalistes, donc nous sommes républicains. La Constitution, notre belle Constitution, qui parle des personnes handicapées dans 3 articles distincts, nous aurons le temps de parler, parce que ce n'est pas l'objet de ma présence aujourd'hui, c'est la loi. La Constitution parle des personnes handicapées en ses articles 27, 106, 114. C'est illustratif. C'est impressionnant. Voilà. Mais la Constitution consacre déjà l'appellation personne en situation de handicap. Nous nous y conformons. Nous y parviendrons. Ce n'est pas facile lorsqu'on a été habitué à dire tout le temps personne handicapée. Donc, mais ce qu'il faut dire avec beaucoup plus de précision, c'est que dire aussi personne handicapée n'est pas péjoratif. Péjoratif. D'accord. Ah bon? Voilà. Oui. Expression personne handicapée est légale, est conforme à la convention, surtout conforme à la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, en son article 1er. Et conforme aussi à l'esprit même de la définition du handicap. D'accord. Voilà. Mais nous acceptons la position de la Guinée, parce que la position de la Guinée, je la comprends, c'est une position humanitaire. On veut élargir le champ d'action du handicap, le champ d'intervention du handicap, pour faire en sorte que la vulnérabilité soit vaincue. Donc, dans ce cas, c'est tout à fait normal. Quand une telle démarche est là, donc on ne peut aussi que soutenir. Mais sans renier aussi
Et cette expression Le qui est principe consacrée par les universellement Nations Unies. admis, Les ok. rapports sont rendus D'accord. avec la terminologie personne handicapée. Mais nous sommes républicains. Bien. Et c'est le lieu de saluer la commission de fond qui a travaillé sur la loi portant promotion et protection des personnes handicapées, qui est dirigée par professeur Hassan Professeur et notre consoeur, Mme Massoud Ba. Ouais. Ils ont fait des efforts gigantesques, surtout le caractère participatif. Ouais. Ils nous ont reçus ici plusieurs fois. Nous avons eu des débats houlés. Voilà. Mais nous sommes parvenus à l'essentiel. L'essentiel est là aujourd'hui. Le contenu dont nous sommes en train de vanter, donc ça fait la fierté de tout le monde. Alors, selon vous, est-ce que cette loi qui vient d'être votée par le Conseil national de la transition, en quoi elle pourrait aider à briser les barrières en termes notamment de social, culturel, parce que parfois certains ont une perception négative sur l'handicap. Et deuxièmement, dans la mise en œuvre de cette loi, selon vous, quels sont les défis auxquels notamment la loi pourrait faire face éventuellement et qu'il faut régler avant notamment son application effective? Voici un pan très important de notre émission. La mise en œuvre, son impact sur la société. Dans le discours de Madame la ministre de la Promotion de l'enfance et des personnes vulnérables, lors de l'adoption de cette loi, elle dit l'adoption d'une loi en faveur des personnes handicapées n'accable pas le budget de l'État. N'accable pas le budget de l'État. Parce que certains voient en ces termes, c'est la persistance des préjugés sociaux négatifs. On dit, aux personnes handicapées encore, on est en train de dire, ils ne doivent pas payer l'impôt. On n'a pas dit que nous ne devons pas payer l'impôt. On a dit de nous d'exonérer par endroit. Ouais. Et ce n'est pas à tous les niveaux. Voilà. Maintenant, la mise en application, parce que c'est ce pan qui répond à votre question. La mise en application, donc, va alléger beaucoup de problèmes sociaux. Mais pour sa mise en application, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élaborer des textes d'application digestes et efficaces. C'est très, très, très important. Et peut-être même dynamique aussi. Dynamique, très important, parce que nous sommes à ce niveau. Vous vous souviendrez que cette loi prévoit un certain nombre d'organes, comme le Conseil national du handicap. Ah oui. Le Conseil national indépendant du handicap qui doit être mis en place. Voilà. Ça sera une à hier, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, et ce conseil permettra aux personnes handicapées de participer à l'observation, au contrôle, au suivi de la mise en œuvre de la loi et de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est très important. Elle ne se substitue pas aux OPH. Les OPH, donc, sont les maîtresses sur le terrain. Les OPH sont les organisations des personnes organisations de mise en œuvre directe sur le terrain. D'accord. Mais cet organe permet de veiller à l'application stricte de la loi. Ouais. Ce qui a été dit au niveau de la loi, on a dit par exemple la santé inclusive, c'est consacré par la nouvelle loi. Donc désormais, la Guinée doit s'apprêter à adopter une politique de santé inclusive, une politique d'éducation inclusive. Le président du CNT l'a dit. Et moi, je lui suis beaucoup reconnaissant pour l'avoir dit. C'est très important. Et à travers cet organe, nous allons suivre la mise en œuvre donc, de ces différents dispositifs. Donc l'accessibilité, où en sommes-nous? Donc à travers cet organe, nous allons suivre la mise en œuvre. Nous allons faire des propositions. C'est surtout cela son rôle. Nous allons faire des propositions. La loi parle par exemple de l'emploi. Parce qu'on aurait dû parler dans les innovations, ça fait partie. L'accès aux emplois. Aux emplois publics et privés. C'est très important. Quand on dit tout à l'heure privé, les gens vont dire, ah mais mon entreprise c'est pour moi, je ne suis pas obligé. Non. Ce n'est pas comme ça. Vous devez contribuer à l'effort national. Tout à fait. Vous devez contribuer. Si vous n'avez pas la possibilité, parce qu'on ne peut pas donner tous les détails ici, d'employer une personne handicapée, en contrepartie, vous devez payer une taxe, une sorte de taxe sociale, qui peut alimenter une certaine caisse. C'est très important. Mais l'État doit pouvoir employer des personnes handicapées. Et il faut dire à ce niveau que la Guinée s'est plutôt bien illustrée. Je ne fais pas de commentaires gratuits. Ça, c'est intéressant. Je ne fais pas de commentaires gratuits. Ouais. La Guinée a engagé 4 promotions de personnes handicapées à la fonction publique. 4 promotions. 4 promotions. Depuis le régime du feu général Lansana Conté, en passant par le capitaine Moussa Dadis Camara, par le professeur Alpha Condé en 2019. Il y a eu deux générations au temps du général Lansana Conté. 2 autres entre Dadis et le professeur. Maintenant, nous sommes à la 5e génération qui attend d'être engagé à la fonction publique, dont les dossiers se trouvent maintenant même au niveau du ministère. Non, au niveau de la FEGIPA. Parce que c'est la FEGIPA qui collecte les dossiers, les traite et les soumet au niveau du ministère de la Promotion de l'enfance et des personnes vulnérables. Donc, pour que le ministère, donc, en partenariat, parce que c'est ce que la loi dit. La loi dit sur décision conjointe du ministère en charge des personnes handicapées et du ministère de l'Emploi et du ministère du budget des Finances.
C'est sur décision conjointe. Donc nous attendons qu'il y ait une certaine accélération, même s'il y a des tentatives pour faire évoluer la forme, mais toujours est-il qu'il faut s'asseoir à la table de négociation pour trouver une solution consensuelle. Oui, justement, par rapport à la mise en œuvre de cette loi, on a suivi, vous l'avez dit, le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourouma, qui lui plutôt prône une approche multisectorielle, que l'affaire de cette loi ne soit pas confiée qu'à un seul ministère ou à deux. Il faut avoir une approche holistique, quelque part. Et l'approche holistique prônée par le président du CNT s'inscrit en droite ligne de l'article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La dernière fois, quand il le disait, j'étais tellement fier que j'en souriais, quoi. Voilà, c'est comme si le président s'est déjà approprié de la Convention. C'est spectaculaire de sa part, c'est impressionnant. Voilà, justement ce que la Convention dit dans son article 33. Il faut mettre en place les points focaux handicap. Mais aujourd'hui, on peut évoluer. En Guinée, on constate par exemple qu'il y a ce qu'on appelle les services JAR au niveau des différents des ministères. Des ministères. Mais quand on est dit tout à l'heure, certains vont dire oui, mais le JAR, ça veut dire aussi le handicap, ça prend en compte. Mais sauf que dans l'effectivité, ce n'est pas ça. Voilà, rabattez-vous au niveau des services JAR. Oui, c'est plus que... Voilà, ça renvoie à la promotion féminine. La promotion féminine, c'est beaucoup plus en Guinée, la promotion féminine. Il faut définir dans les feuilles de route que la dimension handicap doit être prise en compte. Donc, ça doit être redéfini. Et donc, à la suite d'un atelier, donc, en faisant un lien pratique avec les points focaux des personnes handicapées. Ces points focaux existent dans certains pays aujourd'hui, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, quand le président a parlé, ça c'est très important. Mais quand il a dit surtout que la dimension handicap est multisectorielle, il a raison. C'est très important. Et c'est pourquoi, quelque part, les OPS, l'une des revendications des OPS, c'était la mise en place du Conseil supérieur du handicap. Le Conseil supérieur du handicap est présidé par la primature. Quel est son avantage? Son avantage, c'est de permettre aux personnes handicapées de poser directement leurs problèmes dans un conseil où presque tous les ministères sectoriels sont représentés. De discuter directement de ces problèmes. Mais je crois que la préoccupation va être en partie réglée par la mise en place du Conseil national indépendant du handicap, aussi par un autre organe qui est visé à l'article 174 de la Constitution. Donc, au niveau de l'organe de développement national. Donc, la Commission nationale de développement national. Donc, en ces alinéas, il y a un de ces alinéas qui parle donc de la participation des personnes handicapées. Ça pourrait être réglé à ce niveau. Donc, on n'est pas négatif. Donc, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est d'évoluer par rapport à la prise en compte des préoccupations des personnes handicapées dans notre pays. Pendant qu'on parle donc de la mise en œuvre de cette loi, on sait qu'en Guinée, il arrive le plus souvent qu'il y a des discriminations persistantes. Selon vous, dites-nous comment est-ce qu'il faut procéder pour la mise en œuvre vraiment de l'application de cette loi? Les préjugés ont la peau dure. Oui, tout à fait. Les préjugés ont la peau dure. C'est partout, c'est pas seulement typiquement guinéen, c'est partout comme ça. Jusqu'ici, il y a des gens qui pensent que marier avec une personne handicapée est source de problèmes, de malédictions. Ça, je vous le dis. C'est vrai. Et cela affecte même les sentiments et d'autres domaines. Bien sûr. Mais ils oublient que les personnes handicapées par excellence sont efficaces aussi. Très efficaces dans pas mal de domaines. Tout à fait. C'est très important. Mais pour changer la vision, le regard, parce que la portée réelle de la loi, c'est de changer le regard de la société. Donc, il faut passer par une vulgarisation active de cette loi. Il faut la vulgariser dans toutes les langues. Il faut la vulgariser au travers des ateliers. Il faut la vulgariser au travers... Si aujourd'hui, la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées disposait des moyens, c'était de faire une tournée nationale. Pour expliquer... Une tournée nationale, non seulement pour expliquer l'esprit de cette loi, mais pour expliquer aussi le contenu de la nouvelle constitution. C'est très important, parce que je vous ai parlé de la dimension inclusivité. La dimension inclusivité. Tout à fait. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent parler de ces problèmes à notre place. Il ne peut pas être aussi éloquent que vous. Pour les problèmes qui nous concernent. Je suis d'accord. Il ne peut pas être aussi éloquent que nous. Donc, il faut vraiment renforcer la vulgarisation. Il faut renforcer la formation dans ce sens. Il faut aussi renforcer, comme on appelle, la capacité des organisations des personnes handicapées. Toutes les organisations des personnes handicapées, mais en particulier la fédération. Parce que la fédération a en charge donc, de coordonner un ensemble C'est une structure fêtière. C'est une structure fêtière des associations des personnes handicapées et qui dispose des antennes au niveau des régions de la Guinée. Dans chaque capitale régionale et dans chaque préfecture, la FEDIPA a un bureau régional et un bureau préfectoral. C'est un atout déjà.
Ouais. Donc, pour aller vers une vulgarisation plus accentuée de la loi et de la Constitution. L'appel est lancé au bon endroit d'ailleurs. Oui, allez-y. Alors, après le recul, c'est vrai qu'il y a des structures comme la vôtre notamment, à part la fédération, qui ont quand même des missions spécifiques. Qu'est-ce que vous, en tant que président de votre structure, vous pouvez apporter concrètement après également l'adoption de cette loi? En tant que membre de la FEDIPA, notre structure est surtout spécialisée dans la formation sur le corps des métiers. Sur le corps des métiers. Et la loi parle de l'autonomisation des personnes handicapées. C'est un autre pan de la loi. L'autonomisation professionnelle des personnes handicapées. Ouais. Donc, cette autonomisation, elle s'adresse surtout aux personnes handicapées ou aux personnes en situation de handicap. On va prêter cette expression un peu aussi à notre constitution. Hein. Voilà, il faut qu'on fasse des efforts. Donc, cette constitution donc consacre cela. Donc, l'autonomisation des personnes handicapées. Et pour être autonome, il faut avoir un métier. Il faut avoir un métier. Ouais. Donc, elle s'adresse surtout aux personnes handicapées qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Le plus souvent. Donc, parce que pour la plupart d'entre nous, quand nous avons été à l'école, nous pensons que la meilleure façon de réussir, c'est d'être dans un bureau. Ce qui n'est pas tout à fait évident. Tout à fait. Il n'y a pas la propension à l'entrepreneuriat, alors que c'est une très bonne chose. Donc, aux activités génératrices de revenus. Donc, la donne change aujourd'hui. Les personnes handicapées s'engagent de plus en plus dans ce sens-là, mais il faut former les personnes handicapées qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école, à apprendre un métier. Ça va être aussi un tremplin. Donc, pour freiner, pour réduire la mendicité dans notre pays. Donc, parce qu'il faut aller dans ce sens-là. Pour réduire aussi la présence des personnes handicapées dans la rue. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens, aux personnes handicapées qui sont dans la rue, quitter la rue. C'est bon, parce que la rue n'est pas faite pour quelqu'un, pour que quelqu'un y donne. Mais, en contrepartie, il faut leur proposer quelque chose. Oui, Ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui, donc c'est une politique efficace de réinsertion professionnelle. Pas en leur donnant de l'argent, non. Ouais. Pas en leur donnant de l'argent, mais en mettant à leur disposition donc, des mécanismes d'apprentissage. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a le centre Baba Souleymane Sow qui existe au niveau de la Cité Solidarité. Il faut renforcer les activités de ces centres. Il faut injecter du financement à ce niveau pour que ces centres, c'est un grand centre, hein, il y a à peu près tous les corps de métier, pour que ces centres-là puissent recevoir les personnes handicapées et démultiplier ces arcs d'exemple au niveau de l'intérieur du pays. C'est important. Très bien. Oui, au regard de ce que vous avez dit, est-il besoin de vous demander l'appel que vous avez à lancer aujourd'hui aux autorités par rapport à la mise en place, en tout cas à la mise en œuvre, on va dire, de cette loi-là? Et l'appel que je m'adresse d'abord au chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Et en toute sincérité et du fond de mon cœur, il est le père de la nation. Par conséquent, le père de tous les Guinéens. Et dans sa vision, il rêve d'une Guinée véritablement inclusive. Une Guinée où personne ne sera laissé de côté. Une Guinée où les objectifs de développement durable seront une réalité. Je m'adresse à mon général. Mon général, les personnes handicapées de Guinée, aujourd'hui, ont besoin de votre intervention, de votre appui pour la prise en compte de leurs préoccupations majeures. Notamment l'emploi, l'accès à la fonction publique pour les jeunes étudiants qui ont terminé leurs études. Ouais. Monsieur le Président de la République, les personnes handicapées de Guinée ont besoin de votre intervention, de votre humanisme aujourd'hui pour la formation professionnelle des personnes handicapées qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, pour qu'ils quittent la rue, pour qu'ils rejoignent les ateliers. Monsieur le Président, les femmes handicapées de Guinée ont besoin de votre intervention pour que leur accès aux structures de santé, pour leur prise en charge pendant les moments de maternité soit facilité. Monsieur le Président de la République, une politique de santé inclusive peut résoudre ces problèmes. Mon général, Monsieur le Président de la République, les personnes handicapées de Guinée aujourd'hui vous demandent que l'éducation soit inclusive, que le système soit ouvert à tout le monde, qu'il n'y ait plus d'école spéciale, qu'il y ait une école pour tous. Monsieur le Président de la République, vous avez de l'ambition. Dans la perspective de Simandou 2040, la Guinée de demain doit changer. C'est pourquoi, par votre vision, cette loi est là aujourd'hui, cette constitution, je dirais la plus inclusive de l'histoire de notre pays, est là aujourd'hui. Nous devons la vulgariser en prenant en compte les préoccupations majeures de cette couche sociale. Et je m'adresse à l'ensemble du gouvernement, au gouvernement de M. Amadou Ouriba, qui est très sensible à la question du handicap, qui nous a accueillis, qui nous a souvent reçus dans son bureau, M. Amadou Ouriba, pour nous écouter. Mais il faut féliciter surtout notre ministre, Mme Charlotte Daffé. Nous avons tendance à dire aujourd'hui qu'elle est l'une des meilleures ministres élues à ce poste.
Je ne suis pas en train de lui jeter des fleurs. Je ne suis pas quelqu'un qui fait cela. Je suis pragmatique et je donne souvent des exemples. Madame est en train de faire des innovations aujourd'hui. Cette loi fait partie. Sa dynamique direction, le département tout entier. Nous remercions tout le monde. Merci à vous.